Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de l'Europe, version 2017. Nouveau Conseil européen de 48 heures à Bruxelles. Plusieurs sujets sur la table, Brexit, politique migratoire, traités commerciaux, entre autres. Mais surtout, une interrogation. Y a-t-il un retour des blocs Est-Ouest? Y a-t-il un risque de dislocation? Il y a quelques années, ces questions ne se posaient pas. Aujourd'hui, elles se posent. Nous verrons pourquoi avec nos invités dans un instant. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Le match des idées, il opposera ce soir François Dorcival de Valeurs Actuelles à Yves Deray du Parisien Week-end. Nous reviendrons sur les déclarations d'Édouard Philippe ce matin dans la matinale de Public Sénat et notamment sur son tacle à François Hollande, vous l'entendrez. Et puis nous évoquerons le sort des policiers au lendemain du discours sur la sécurité d'Emmanuel Macron. C'est un peu passé inaperçu, mais le chef de l'État leur supprime du temps de repos. La grogne va-t-elle donc monter? Nous en discuterons sur ce plateau. Mais d'abord, cette Europe qui se divise, qui se fragmente, alors sans aller jusqu'à parler de relents de guerre froide, des blocs sont peut-être en train de se reformer. Si on schématise, il y aurait d'un côté les conservateurs à l'Est et les progressistes à l'Ouest. Comment en est-on arrivé là? Quelles conséquences? Quels risques? On va en parler avec nos invités, mais d'abord cet éclairage de Clément Perrault. C'est une élection qui pourrait bousculer les équilibres en Europe. En portant Sebastian Kurz à la chancellerie, l'Autriche prend un tournant qui va la rapprocher de Budapest et de Varsovie, plus que de Paris et Berlin. Le jeune chancelier s'est fait remarquer sur la scène européenne en février 2016. Nous sommes alors en pleine crise migratoire. Il est ministre des Affaires étrangères et organise à Vienne un sommet hors de tout cadre européen pour orchestrer avec 10 pays des Balkans la fermeture de la route migratoire qui reliait la Grèce à l'Allemagne. Il y a un manque de volonté pour réduire le flux de migrants dans l'Union européenne. Ces positions sur l'immigration ont rapproché Sebastian Kurz du groupe dit de Visegrad, une union informelle entre la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Une alliance qui rêve d'une Europe intergouvernementale moins ouverte en opposition au fédéralisme des pays d'Europe de l'Ouest. Ce clivage, s'il a été attisé par la crise migratoire, est aussi largement identitaire, ce qui n'est pas sans lien. Écoutez à ce sujet Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. On ne veut pas devenir des pays d'immigration. Nous ne voulons pas de mixité au sein de notre population. On ne veut pas créer ce mélange, comme c'est le cas à l'ouest de chez nous, où différentes civilisations vivent ensemble. Par conséquent, l'élément chrétien faiblit et perd son rôle. L'élection de Sebastian Kurz pourrait inciter Paris et Berlin à acter de facto une rupture avec le bloc de l'Est et à pousser toujours plus fort pour une Europe qui s'assumerait à plusieurs vitesses. Et on va aller plus loin avec nos invités sur ce plateau. Joanna Nowicki, bonsoir. Vous êtes professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université de Cergy-Pontoise. Anne Massé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée générale du think tank Confrontation Europe. André Gattolin, bonsoir. Vous êtes sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, vice-président de la Commission des Affaires européennes. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Et Patrick Le Yarrick, bonsoir. Vous êtes député européen, directeur du groupe L'Humanité. Merci infiniment. Se poser la question d'une Europe divisée en deux, peut-être en deux blocs. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est infondé d'après vous, André Gattolin? Non, je trouve que c'est une très belle analyse parce qu'on l'a peu lu, mais le résultat des élections législatives autrichiennes, avec l'alliance sans doute entre M. Kurz du parti conservateur et du parti d'extrême droite, conduit, il y a toujours un discours très anti-migrant, mais pas seulement, sur les positions plus généralement concernant le fonctionnement démocratique de l'Europe, qui risque de rapprocher aujourd'hui l'Autriche de ce qu'on a appelé effectivement le groupe de Visegrad, qui ne comporte pas 4 pays. Il y a un Visegrad élargi aussi qui intègre la Roumanie et la Bulgarie. Et puis, il y a ce discours aussi qui a émergé de ce qu'on appelle le discours des 3 mers, entre un certain nombre d'États européens qui rassemblerait la mer Adriatique, le lien à la mer Noire et la mer Baltique, qui vise à reconstituer une sorte de grand empire austro-hongrois. Alors, il ne faut pas retourner sur le passé, mais là, très clairement, on voit qu'il y a quand même des blocs de pays qui étaient autrefois dits des pays de l'Est, qui immédiatement, la première démarche qu'ils ont eue, c'est de rejoindre l'OTAN pour assurer, je dirais, leur sécurité, entre guillemets, face à l'ex-Union soviétique devenue Russie. La Russie de Vladimir Poutine. Et d'un autre côté, qui sont venus dans l'Union européenne uniquement pour des raisons de marché, de transfert économique et de supermarché, qui n'en acceptent pas les valeurs. On le voit très bien en Pologne. Ce que vous dites va faire réagir sur ce plateau. Hein. Oui. Je vois déjà les mots. Oui, non,
non, mais je le dis clairement. Quand on voit aujourd'hui comment la Pologne, la Hongrie, par rapport à un certain nombre de principes de droit fondamentaux, et je ne veux pas non plus accuser uniquement ces pays, l'Union européenne a été catastrophique en matière de respect des principes fondamentaux et des libertés en Europe. Les autres. Patrick Le Yarrick, ça vous fait réagir? C'est caricatural de parler de deux blocs qui seraient en train de se reformer? De blocs, non. Je pense que c'est plus complexe que ça encore. Il y a effectivement une césure entre les pays de l'Europe orientale qui sont entrés dernièrement et une césure aussi qui est une césure nord-sud. Liée à la fois... Il n'y a plus deux Europes, mais il y en a 3 ou 4 peut-être. Il y a beaucoup de mixité là-dedans. Il y a les politiques d'austérité qui ont été appliquées, même s'il y a eu du rattrapage économique pour les pays du Sud, jouent quand même encore plus durement pour l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce, bien évidemment. Et l'intégration européenne telle qu'elle a été conçue pour les pays de l'Europe orientale, où il y a eu moins de fonds de rattrapage, s'est faite sans un débat de fond sur les valeurs. C'est-à-dire, il fallait sortir de l'emprise du soviétisme. Il y avait cette sorte d'aspiration à la liberté tout à fait légitime. Mais il n'y a pas eu de construction idéologique. Il n'y a pas eu de construction commune, de débat commun entre les peuples. On a pensé vraisemblablement que l'Allemagne allait pouvoir aider à cette intégration, ou notamment avec la Pologne. Mais il y a des aspects comme cela. On les voit dans la montée de l'extrême droite en Allemagne et l'extrême droite autrichienne, et même certains aspects en Pologne. On le voit très bien. Mais ceci dit, l'ensemble de ces fissures aujourd'hui existent et elles sont dangereuses. Anne Massé ? Oui, il me semble que c'est un petit peu caricatural de les présenter comme un bloc vraiment unifié. C'est vrai qu'on a peut-être d'un côté, pour schématiser, le gouvernement hongrois et polonais qui sont clairement national-populistes, avec des fortes interrogations sur le respect de l'état de droit. Ils prônent les démocraties illibérales. Mais déjà, les peuples polonais et peuples hongrois, d'après les sondages, sont plus pro-européens que beaucoup de nos peuples. Et notamment les Français. Même les Français. Donc c'est vraiment un premier aspect. Et puis deuxième aspect, si on regarde par exemple la Slovaquie, ils sont déjà dans l'euro. Et le Premier ministre slovaque, qu'on croyait eurosceptique, a déjà pris parti en disant « Très bien, la solidarité régionale est intéressante, mais je veux, pour mon pays, être plus proche de la France, de l'Allemagne, d'une intégration européenne. » Donc on voit bien que c'est complexe. Les Tchèques ont leurs élections, d'ailleurs, ce week-end, avec, on verra quelle sera l'issue, mais donc un milliardaire qui est plutôt eurosceptique. Qui est eurosceptique, qui a évolué. Joanna Nowicki, on ne vous a pas encore entendu. Alors, permettez-moi de réagir sur plusieurs phrases que j'ai entendues ici, qui montrent les incommunications européennes. C'est ma passion, les incommunications européennes. Notamment quand vous dites que les pays d'Europe du centre-est, que j'appelle les pays d'Europe médiane, ont rejoint l'Europe uniquement par intérêt et pour profiter des fonds européens, je suis en désaccord total. La dissidence et tous ceux qui sont battus pour la liberté ont énormément écrit et parlé, Tadeusz Mazowiecki pour prendre son exemple, pour parler de l'Europe en tant que partie intégrante de l'identité nationale, l'européanité. Et appartenir aux valeurs démocratiques. Et donc on a énormément défendu les valeurs, et je crois que c'est un peu simpliste de dire aujourd'hui que ces conflits ont un fond économique principalement. Moi, je ne crois pas. Je crois que ces incommunications ont un fond plutôt culturel, plutôt philosophique, je dirais même, qui n'a effectivement pas été, je suis d'accord avec vous, suffisamment mise en valeur au début de la construction européenne élargie. Oui, je vous en prie. Juste pour répondre à ça, de point de vue intellectuel, je suis d'accord avec vous. Dans les années 80, j'étais militant des droits de l'homme, j'ai été arrêté plusieurs fois. Justement, j'ai bien connu Václav Havel, Donéa Cornéa, tout un tas de dissidents. Il y a toujours eu cette pensée. J'ai même connu Viktor Orban quand il était étudiant et qu'il a créé en 86-96 la Fidesz, qui avait un discours complètement différent. Ces pays sont quand même retombés dans un discours nationaliste de protection, et je pense que l'Union européenne a des responsabilités, parce qu'à partir d'un moment, on a promis que le marché unique. Je rappelle que le groupe de Visegrad, qui s'est constitué en 91, au départ était pour consolider la transition dans l'entrée de l'Union européenne. C'est devenu une arme aujourd'hui de réexpression des nationalismes et de
partie de formation politique. Je ne mets pas en cause les Polonais. J'ai reçu, il n'y a pas très longtemps, au début de l'année, 15 parlementaires polonais. Et vous dites une époque a changé quand même. C'est plus la même chose. Je voudrais vous faire réagir aux déclarations d'Ivan Krastev, qui est politologue bulgare. Il est l'auteur d'un essai en français qui s'appelle Le destin de l'Europe. Et il évoque une cause possible à cette division. On en a parlé d'ailleurs dans le sujet de Clément Perrault. C'est la crise des migrants. On va regarder ce qu'il a écrit. La crise migratoire a alimenté les peurs des sociétés est-européennes tout en faisant naître à l'Ouest une forte hostilité envers l'Europe de l'Est. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que d'abord la crise des migrants a creusé un fossé entre l'Est et l'Ouest? Et est-ce qu'effectivement il y a une hostilité de l'Ouest vers l'Est? Patrick Le Yarrick? Non, Ça vous laisse perplexe? Oui, je crois que tout ça est beaucoup plus complexe que ça. Encore plus complexe. Parce que si on parle de la question des migrants, des réfugiés, oui, en apparence, oui. Mais le rejet de ceci est aussi important. Quand Mme Merkel a fait l'effort qu'elle a fait il y a 2 étés, elle s'est trouvée confrontée aussi à cette vague. Et en France, où la population est prête, d'ailleurs quand cela se pose il n'y a pas de problème, mais il y a des forces qui s'opposent aussi à ça, qui travaillent contre ça. Donc je pense que c'est plus complexe que ça. Par contre, il y a une question, c'est que en s'émancipant du joug soviétique, ils ont pensé qu'ils allaient retrouver de la souveraineté. Mais en quelque sorte... Et ils en ont retrouvé. Non oui et non, si vous voulez. Parce que oui, il n'y a plus le même modèle d'imposition, d'orientation des différents plans quinquennaux et autres. Mais aujourd'hui, quand même, il y a un problème général de souveraineté à l'intérieur de l'Union européenne, la souveraineté des peuples et des pays. Le président de la République essaye d'inventer ce concept de souveraineté européenne. Mais que veut dire cette souveraineté? Et donc, il y a de ce côté-là une part des difficultés qui vient de là, une part des difficultés qui est liée à la crise économique, la crise d'identité elle-même, parce que l'Union européenne, les dirigeants européens ne proposent pas un grand dessein qui permette au peuple d'aller loin. Et évidemment, cette crise migratoire qui pousse aujourd'hui, comme on l'a vu dans les élections en Autriche, c'est assez terrible, c'est-à-dire une sorte de pureté culturelle, une pureté générale qui est très inquiétante. Parce que les valeurs de l'Union européenne ne sont pas ou ne devraient pas être que la liberté. Il faut la liberté. Mais il y a d'autres choses qu'il faudrait porter. La notion d'égalité, la notion de fraternité. Non pas que nous voulons exporter, nous, et de solidarité, de péréquation, qu'il n'y a pas suffisamment aujourd'hui. Anne Masset ? Oui, il me semble qu'on n'a pas fait l'effort de se connaître, d'apprendre à se comprendre entre peuples européens. Et en particulier entre peuples de l'Est et peuples de l'Ouest. En particulier, et notamment les Français. Peut-être que les Allemands ou d'autres peuples l'ont fait davantage. En plus, justement, donc il aurait pu y avoir beaucoup plus d'échanges et de compréhension. La question qui nous est posée derrière l'identité européenne, c'est qu'acceptons-nous, et qui est posée à nous, tous les peuples, qu'acceptons-nous de partager aujourd'hui? Donc c'est cette question à la fois de solidarité et de responsabilité. Mais je reviens à cette crise des migrants, pardonnez-moi. Est-ce qu'elle a, oui ou non, creusé un fossé entre cet Est et cet Ouest? Moi, je crois que le problème, je suis tout à fait d'accord avec vous, est beaucoup plus complexe et remonte à l'idée occidentale de la création de l'Union européenne qui voulait promouvoir l'identité citoyenne. On a pensé résoudre le problème des nationalismes en proposant une autre vision de l'identité. Du coup, on a occulté l'identité culturelle. L'identité culturelle, ce n'est pas un sujet qu'on voyait dans les débats sur l'Europe. Et ça n'a pas posé de problème pendant 20 ans. Ça a toujours posé... Moi, je pense que ça pose autant de problèmes à l'Ouest qu'à l'Ouest, mais ça pose les problèmes de l'identité européenne. Il n'y a pas d'éducation européenne non plus. L'Erasmus est un embryon de ce qu'on devrait faire, c'est tout. Mais il y a eu des mesurettes, des choses pour essayer de nous rapprocher. Et aujourd'hui, quand on s'étonne que l'identité culturelle, voire l'identité nationale, ressurgisse avec une telle force, c'est peut-être parce que ça a été occulté pendant des années. Et les migrants, c'est un reflet de cette difficulté de
de parler de soi par rapport aux autres. La problématique est plus profonde, familier, étranger, particulier, universel. Le vocabulaire, d'ailleurs, n'est pas le même entre l'Europe du centre-est et l'Europe occidentale. André Gattolin ? Oui, la question de la solidarité et, on va dire, de la vieille Europe de l'Ouest avec les pays de l'Est est posée. Quand j'ai rencontré ce groupe de parlementaires polonais, c'était pas nécessairement un moment très agréable parce que j'entendais certains discours autour de la table qui me paraissaient parfois plus à droite que ceux de Marine Le Pen, mais j'ai fait l'effort de discuter avec eux. On me disait, vous êtes bien gentils avec vos règles de marché. Quand nos pays ont intégré, vos entreprises françaises, allemandes ont racheté toutes nos entreprises. Donc à un moment que nous jouons aussi des règles sur les travailleurs détachés, et surtout on m'a mis en lumière une chose que je connaissais assez bien, mais c'est l'absence de solidarité énergétique. Quand l'Allemagne, le gouvernement allemand, passe un accord pour Nord Stream 2, donc qui est un gazéoduc, qui part du golfe de Finlande, donc qui passe par la Russie, qui contourne la Pologne, alors que le gaz, historiquement, passait par la Pologne, et que la Russie vend le gaz à l'Allemagne, selon un accord entre 25 et 30% moins cher qu'elle le vend à la Pologne, il faudrait aussi rappeler à l'Allemagne, et j'aime beaucoup l'Allemagne, qu'elle a aussi un devoir de solidarité. Parce que quand on est polonais et qu'on est limitrophe avec la frontière russe, où on nous dit, attendez, tous les problèmes de sécurité sont liés aux migrations de Méditerranée, et qu'on s'inquiète quand même de la politique de M. Poutine, et qu'on voit l'Allemagne, notamment avec un ancien chancelier, M. Schröder, qui a un rôle assez important dans l'industrie pétrolière russe, passer des accords préférentiels pour l'Allemagne. Je dis, nous avons une responsabilité. Nous devons rappeler à nos amis et partenaires allemands qu'il y a une façon de se comporter aussi par rapport à l'ensemble de l'Europe. Et c'est intéressant que vous abordiez la question économique, parce qu'il y a une autre question épineuse qui provoque de sérieuses frictions au sein de l'Union, c'est celle des traités commerciaux, un peu échaudés, il faut le dire, par le CETA, notamment, traité de libre-échange avec le Canada. Emmanuel Macron veut maintenant freiner les ardeurs européennes. Il plaide pour une pause dans la signature de ces textes, sauf qu'il a face à lui des pays qui veulent au contraire accélérer la cadence. On voit tout cela avec Stéphane Amalian et on en parle juste après. C'est un accord qui suscite de l'inquiétude en Europe. Le CETA prévoit l'ouverture mutuelle des marchés commerciaux canadiens et européens. Parmi les dispositions significatives, la suppression mutuelle des droits de douane, l'élargissement de certains services à la concurrence ou la reconnaissance au Canada de certaines appellations d'origine protégée. Mais des critiques se font entendre surtout de la part des ONG, notamment sur les questions environnementales et les normes sanitaires canadiennes jugées trop laxistes. Aujourd'hui, Emmanuel Macron manifeste ses inquiétudes et s'appuie sur un rapport qui pointe des lacunes et préconise la mise en place d'un veto climatique. Dès son arrivée au Conseil européen de Bruxelles, le chef de l'État annonce la couleur. C'est aussi une Europe qui sait trouver les bons accords de libre-échange, les bonnes négociations pour protéger ses travailleurs et ses consommateurs. Toujours est-il que depuis le 21 septembre dernier, les dispositions qui relèvent de la compétence de l'Union européenne, soit 90% du traité CETA, sont entrées provisoirement en vigueur. Les 10% restants peuvent être en principe remis en cause si un seul État refuse la ratification. Et il faut bien le dire, le discours d'Emmanuel Macron fait un peu grincer des dents à Bruxelles, Anne Masset. On qualifie cette politique de protectionniste. Alors, précisément, il y a une forme d'opposition entre une partie des partenaires européens qui veulent aller plus loin. On le voit par exemple dans le discours du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui à la fois rappelle que cet accord, le CETA avec le Canada, promeut nos normes sociales, environnementales. Il essaye de jouer les médiateurs, Jean-Claude Juncker, je le cite. Je ne voudrais pas que nos concitoyens considèrent tout accord commercial comme un attentat à nos principaux intérêts. Il essaye de ménager la chèvre et le chou. Et dans le même temps, il promeut aussi justement une forme d'accélération ou d'ouverture de négociations. Alors avec le Japon, il y a d'ailleurs un accord politique, mais Mexique, Amérique du Sud, et il va ouvrir aussi Australie, Nouvelle-Zélande. Donc bon, il y a d'une part cette position-là. De l'autre côté, une France et d'ailleurs d'autres partenaires qui se disent qu'il y aurait besoin de réfléchir quand même sur l'avenir de cette politique commerciale et de définir à la fois une France ouverte sur le monde, parce que ça fait sens de coopérer, de toute façon, ça crée aussi de l'activité, des emplois, ça en détruit aussi, mais que d'une part, il faudrait bien identifier nos intérêts stratégiques européens,
et d'autre part que cette Europe ne peut plus se faire sans les peuples. Et oui, parce qu'il sent cette grogne monter, cette grogne populaire, Johanna Nowicki. C'est pour ça qu'il demande du temps, Emmanuel Macron. Et moi, je crois que dans ces discussions, il faut véritablement faire la différence entre les dirigeants, les gouvernants et les peuples. Parce qu'on est en train de dire ces pays, par exemple, on a énuméré ici souvent les pays de l'Est. Je remarque d'ailleurs que le retour du vocabulaire de la guerre froide est tout à fait courant, ce qui est désolant. Et on Sauf qu'a priori, les peuples votent pour des élus, donc on peut imaginer qu'ils sont représentatifs. Enfin, c'est quand même la base de la démocratie. Mais dans les questions européennes, c'est pas si simple, justement. Il y a quand même une ambiguïté très forte entre, je suis d'accord avec vous, avec un sentiment européen fort de beaucoup de peuples et puis une politique prise, parce que vous avez appelé les conservateurs à l'Est. Moi, je mettrais un doute sur la définition de ces gouvernements, parce que conservateurs, on voit peut-être aux valeurs qui ne sont pas forcément celles défendu par exemple par le gouvernement en Pologne actuellement. C'est plutôt du populisme nationaliste que le conservatisme classique. Donc il faut faire attention dans ces discussions entre peuples, et d'autant plus que ces peuples ont été dominés pendant un demi-siècle par les gouvernants qui n'étaient pas représentatifs. Donc la susceptibilité vis-à-vis de ce qu'on dit au nom du peuple est beaucoup plus forte qu'en Occident, parce que l'habitude d'être représenté par les gouvernements n'est pas tout à fait prise. Donc je pense que cette nuance est très importante quand on débat de l'ancienne Europe de l'Est, qu'il faudrait vraiment appeler l'Europe du centre-est plutôt, pour respecter comment les peuples se désignent eux-mêmes. Et je défends ce vocabulaire parce qu'il vous avez raison, bien sûr. Il n'est pas que superficiel. Patrick Le Yarrick. Le CETA, c'est quand même le projet type de la non-démocratie, puisqu'il s'est négocié dans l'opacité la plus totale. Les parlementaires n'avaient accès qu'à une espèce de chambre grise où on ne pouvait rentrer même pas avec un stylo, une feuille blanche et son portable, etc., etc. On n'a jamais donné les tenants et les aboutissants de ces problématiques aux gens. On mélange la question de la coopération et du libre-échange. Une chose est de faire des accords de coopération d'État à État ou groupe de pays à groupe de pays. Autre chose est de faire un traité de libre-échange qui est exclusivement au service du développement d'un commerce pour élargir à un marché qu'on n'a plus nationalement ou dans un groupe de pays à cause de l'austérité. Et pour appuyer votre propos, pardonnez-moi, dans un édito du Figaro il y a moins d'un mois, Natacha Polony dénonçait avec virulence ce CETA, exactement comme vous le faites, affirmant « Avec le CETA, la filière agricole française sera envoyée à l'abattoir. Cela signifierait selon elle l'arrivée sur le marché européen de milliers de tonnes de viande canadienne environ 30% moins chère avec traitement des animaux aux anabolisants et aux antibiotiques. » Vous dites n'importe quoi. Oui, je dis c'est n'importe quoi. Non, j'ai fait 60 voyages en 10 ans au Canada, je connais bien, je rencontre... Et là, excuse-moi Patrick, ce que tu racontes sur l'absence de transparence, ça vaut pour le TAFTA. Pour le CETA, on a déjà suspendu une fois pendant 3 ans les négociations. C'est retourné en négociation après ratification auprès des provinces. Dans quelle commune il y a eu un débat là-dessus organisé par les autorités? Dans quelle commune on a mis le texte, on a mis dans les mairies le texte à la disposition des gens et faire des débats? Tu dis c'est n'importe quoi. On vient d'accepter un accord. Natacha Polony disait n'importe quoi. Non, mais c'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, elle, quand même, on a mis dans l'accord que nous acceptions des dizaines de milliers de tonnes de viande en importation supplémentaire. 50 000 tonnes de viande 65 000. Oui, ou on pourrait déstabiliser le marché français. Mais déjà, on va l'aggraver. On va l'aggraver puisqu'on est déjà en difficulté. On va exporter aussi. On n'a pas les mêmes normes sanitaires. Et le débat, tu sais très bien que le comité de règlement, le comité des règlements qui est prévu, il vise à harmoniser les normes sanitaires sur le moins 10 ans. Tu es quand même sensible. Tu dois être sensible à ça. Je prends un autre exemple. Ils viennent de produire le fameux saumon transgénique. On nous dit, mais il a circulé, il n'y a rien à voir, et donc nous aurons le droit à avoir le saumon transgénique. Juste, je veux dire une chose. Moi, je suis très méfiant vers la politique de l'Union européenne. D'ailleurs, un jour, Matthias Fekl, qui était ministre du Commerce, l'a reconnu, qui est devenu une machine à signer des traités de libre-échange. Et on passe plus de temps à préparer des traités de libre-échange qu'à contrôler ensuite l'application de ces traités. C'est un vrai problème. Il y a 10 000 personnes pratiquement, directement, indirectement, qui passent dans le métier, c'est de produire des traités de libre-échange. Ce qui est devenu une industrie un peu inquiétante. Moi, je distingue le CETA
du TAFTA. Je dis simplement, il faut arrêter aussi de faire du Canada une sorte... alors à un moment, on disait c'est le cheval de Troie des États-Unis. Alors si vous regardez actuellement les discussions qu'il y a de M. Trump à l'ALENA, il veut faire exploser ces jours-ci l'ALENA, c'est-à-dire l'accord de libre-échange qui est entre le Canada et les États-Unis. Il vient d'imposer des taux de barrière douanière sur certains produits canadiens de 300%. Aujourd'hui, la question qu'il faut peut-être se poser, c'est est-ce qu'un pays comme le Canada, qui pèse 36 millions d'habitants par rapport aux 450 de l'Union européenne, même en enlevant les Britanniques, qui pèse moins de 10% du PIB de l'Union européenne, est dangereux pour l'Union. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à ce que le Canada, aujourd'hui, qui est en difficulté profonde vis-à-vis de la nouvelle politique américaine, on trouve des accords, qu'on rediscute certains aspects? Je suis complètement d'accord. Et on en reparlera sur ce plateau. Je voudrais qu'on consacre nos dernières minutes. Ils ne sont même pas capables d'en produire 10 000 tonnes aux normes que nous exigeons. Et je vais faire réagir Anne Masset et Joanna Nowicki sur un dernier chapitre de ce débat. Je voudrais qu'on consacre cette troisième partie à un meurtre passé un petit peu inaperçu cette semaine, mais qui fait grand bruit à Malte. Vous en avez probablement entendu parler et qui suscite des inquiétudes. Elle s'appelait Daphne Caruana Galizia, grande journaliste d'investigation à Malte. Elle avait 53 ans, mère de 3 enfants. Elle livrait des scoops et elle dénonçait les agissements de la classe politique maltaise. Les législatives anticipées de juin dernier ont même été provoquées à cause des accusations qu'elle avait portées de corruption. Je vous rappelle que Malte fait partie de l'Union européenne depuis 2004. Il y a eu peut-être un assassinat politique, et c'est pas le premier à Malte a priori. Qu'est-ce que ça vous inspire, Anne Masset? Écoutez, je crois qu'on peut que saluer le courage de cette femme, d'ailleurs journaliste, qui porte fortement la liberté d'expression, qui est quand même une valeur cardinale. Mais est-ce que c'est inquiétant? C'est absolument inquiétant. Ça montre que quoi? L'Europe, c'est la démocratie. Or, ce que ça nous montre, c'est que nos démocraties sont fragiles et que ce sont là des combats qu'il faut continuer à mener, et pas seulement à Malte, dans tous les pays. Tous les pays ont leur populisme. Et d'ailleurs, la dimension de corruption, d'ailleurs, est un tabou qu'on devrait lever. Et assassiné à la voiture piégée, je le précise, Joanna Nowicki. Alors moi, je dirais de manière plus générale, c'est inquiétant la montée de violence. Violence à la fois verbale, d'échanges, effectivement, qui peuvent toucher les journalistes, les universitaires, qui parlent dans les pays, qui essayent de contrôler ce genre, en Europe, qui essayent de contrôler ce genre de discours. Moi, je suis frappée par 2 phénomènes. L'idéologisation des discours. Dès qu'on entend certains mots, ça devient des mots tellement chargés de sens idéologique qu'on ne réfléchit plus, mais on renvoie la balle en fonction de ses sympathies. C'est assez visible aujourd'hui en Europe. Et deuxièmement, le débat entre le politiquement correct et la violence. Alors, on a beaucoup réfléchi sur les possibilités de limiter la violence par une forme de discours convenu, et on allait parfois tellement loin dans ces conventions que la réaction à ça est une violence verbale et parfois violence physique. Je suis peu étonnée par ce genre d'ambiance quand on connaît les pays où effectivement les échanges sont très très musclés. Sur cette question, Patrick Le Yarrick, en quelques secondes, et André Gattolin, vraiment pour terminer. Non, évidemment, c'est abject et il faudrait le faire connaître plus, prendre des initiatives avec la famille. Et aujourd'hui, on ne peut pas critiquer la Hongrie, par exemple, ou la Pologne, et laisser faire Malte, qui présidait l'Union européenne il n'y a pas si longtemps que cela. Et c'est le sort de tous les lanceurs d'alerte aujourd'hui. Le monde universitaire, une bonne partie, le monde culturel, une bonne partie également. Et donc, il faut absolument créer un mouvement pour se ressaisir. Très rapidement, André. Oui, il n'y a que le Conseil de l'Europe ou le Parlement européen qui relève la dimension des droits. Malte, je le dénonce déjà depuis plusieurs années, a sur de nombreux points un scandale. Par exemple, on a la citoyenneté européenne dès qu'on est citoyen d'un État de l'Union européenne. Malte vend pratiquement aux enchères à 100 000 € le droit de devenir maltais, donc citoyen européen. Et nous avons un silence des agneaux au niveau de Bruxelles et du Conseil européen qui est quand même assourdissant. Et on va être obligé de s'arrêter là. Merci infiniment en tout cas d'avoir été là pour ce débat ce soir. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer François Dorcival à Yves Deray. On va notamment revenir sur le tacle d'Édouard Philippe ce matin sur Public Sénat visant François Hollande. Écoutez. J'observe que si M. Hollande voulait être critique sur la fiscalité, sur les mesures qui sont prises par ce gouvernement, il aurait pu peut-être faire preuve d'une forme d'humilité. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, le Conseil constitutionnel
a censuré une mesure qui a été prise en 2012, en juillet 2012, par la majorité précédente, sur la commande du président de la République de l'époque, qui a un impact pour les finances publiques françaises de l'ordre de 10 milliards. C'est-à-dire que nous allons devoir rembourser à des entreprises 10 milliards d'euros qui ont été indûment prélevés, inconstitutionnellement prélevés. On va voir, parce que c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. C'est pas décidé. Et vous pointez la responsabilité de François Hollande. Décidé encore. Vous pointez la responsabilité de François Hollande. Attendez, allons jusqu'au bout. Oui. J'aimerais que ceux qui aujourd'hui, à 10 000 kilomètres, alors qu'ils ne se sont pas présentés aux élections pour défendre leur bilan, commentent de façon acide et acerbe ce que nous faisons aujourd'hui pour réparer le pays, prennent une certaine forme d'humilité sur ce qu'ils ont fait hier et sur les responsabilités qu'ils ont dans les dérèglements de l'économie française. Et avec nous pour ce match des idées, François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Bonsoir et merci d'être là. Yves Deray, rédacteur en chef au Parisien Week-end. Merci à tous les deux. Bonsoir. Je vais expliquer pour nos téléspectateurs de quoi parle exactement Édouard Philippe ce matin dans la matinale de Public Sénat. C'est 10 milliards d'euros à sortir. Cela vient d'une décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre dernier. Il a retoqué l'une des toutes premières mesures du quinquennat Hollande, qui était cette taxe de 3% sur les dividendes des entreprises. C'est un peu la deuxième mauvaise surprise pour le gouvernement Macron, après les comptes insincères, le budget insincère et les 8 ou 9 milliards à sortir tout d'un coup, François Dorcival? Mais oui, bien sûr. Et dans ce domaine, la réaction d'Édouard Philippe se comprend très très bien. Maintenant, il faut dire que M. Cazeneuve a répondu lui aussi à cette polémique avec un peu d'humour, en disant « Mais voyons, en juillet 2012, qui était le secrétaire général adjoint de l'Élysée qui s'occupe des affaires économiques et financières? C'était Emmanuel Macron. Qui était à la direction, si ce n'est du Trésor, tout au moins les Finances, au ministère des Finances? C'était monsieur Alexis Collère, qui est aujourd'hui le secrétaire général de l'Élysée. Et donc ça ne donne pas le droit à cette équipe de critiquer ce qui a été fait. Qui a voté cette disposition au mois de juillet 2012? Monsieur Christophe Castaner, qui était député socialiste. Et donc, bon, c'est tout de même assez amusant. C'est assez amusant. Oui, en même temps, c'est pas à l'époque Emmanuel Macron dans cette fonction-là ou Alexis Collère qui ont pris cette décision politique. Oui, donc c'est une habileté de Cazeneuve de répondre comme cela. C'est le match de l'ancien Premier ministre et de l'actuel. Je dois avouer aussi que je pense aussi que pour Emmanuel Macron, quand il s'agit de répondre à François Hollande, en quelque sorte, ou de critiquer ou d'attaquer François Hollande, c'est assez commode d'avoir un Premier ministre qui était chez LR, ou qui est même encore d'une certaine manière LR. Donc c'est assez pratique parce que c'est difficile quand même pour lui de effectivement entrer dans un dialogue indirect directement avec François Hollande. Donc là on est quand même dans des habiletés politiciennes qui sont amusantes et qui sont liées aussi au fait que Emmanuel Macron a donc fait cette espèce de gouvernement où il y a de la droite, où il y a de la gauche, et donc parfois je ne sais pas très bien si les électeurs et le public qui comprend grand-chose à tout ça. Là où Édouard Philippe a évidemment raison, c'est de dire, mais enfin, François Hollande, à l'autre bout du monde, je crois qu'il était en train de prononcer une Corée en Corée du Sud. Alors, qu'on lui tende les micros, c'est toujours le cas. C'est logique. Mais il répond chaque fois. Il peut se retenir de temps en temps. Il est un peu énervé par l'intervention d'Emmanuel Macron dimanche soir sur TF1. Mais ça n'est pas fini. Il en aura d'autres. Oui, mais je crois qu'il est un peu énervé aussi, parce que, d'après ce que j'ai pu comprendre, il est assez, même pas très traité au fond par l'Élysée. Il a le sentiment même que Nicolas Sarkozy est un peu mieux traité que lui, puisqu'il a été invité à dîner. Et donc je pense que si Emmanuel Macron Vous voulez dire qu'il y a un peu d'aigreur? Il y a un peu d'irritation, et il y a une manière aussi de montrer à Macron qu'il a encore une force de nuisance, qui peut lui faire du mal, et donc il a plutôt intérêt à le traiter s'il veut avoir plutôt quelqu'un de complaisant. Non, il ne l'aura pas. Alors, il y a une autre déclaration intéressante, celle d'Emmanuel Macron hier lors de son discours sur la sécurité devant les forces de sécurité intérieure. On a beaucoup parlé de cette police de sécurité du quotidien, mais il y a un autre élément qui a attiré notre attention et a d'ailleurs jeté un froid à la fin de son intervention, et pour cause, son annonce va réduire le temps de repos des gendarmes. Écoutez. Il faudra enfin aller au bout des redéploiements territoriaux entre la police et la gendarmerie en matière de sécurité publique et réexaminer la répartition des effectifs sur le terrain
et évoqué la question sensible des cycles horaires et du temps de travail. Sur ce sujet du temps de travail, je dirais aussi très clairement que ma détermination est complète pour que aussi bien la gendarmerie que le ministère des Armées ne soient pas concernés par la directive bien connue. Les choses sont claires, notifiées à qui de droit et seront portées jusqu'à leur terme. Alors, c'est un moment très intéressant. Je ne sais pas si vous avez frappé, mais on a ouï dire que sur le moment, ça a un peu sonné l'assistance, qui ne s'attendait pas à cette annonce, un petit peu alambiquée. On sent qu'il marche sur des œufs. En clair, il leur dit, c'est une directive européenne de 2003 qui impose un repos légal de 11 heures entre 2 journées de travail. Et il dit, cette directive, c'est terminé. Non, oui, enfin, c'est terminé. D'abord, il s'adresse au ministère des Armées et aux gendarmes. Il ne s'adresse pas au ministère de l'Intérieur et aux policiers. A priori, ça aura aussi des conséquences sur les policiers. Oui, certes. Mais pour le moment, parlons de ce qu'il dit. Donc, gendarmes et ministère, il est évident que les gendarmes ne peuvent pas revendiquer un statut militaire et en rejeter ce statut lorsqu'il s'applique au temps de travail. Il est évident que le statut militaire, c'est à la fois pour les soldats d'une manière générale et les gendarmes. Alors ce qui est vrai, c'est que dans le passé, on prenait toujours l'habitude de donner du temps de travail au lieu de donner des rémunérations. Donc on attend, il s'agit quand même de l'ouverture d'un examen. D'une concertation. Sauf qu'on est un petit peu étonné parce que dans son discours, il dit il faut prendre en compte votre douleur quotidienne, les risques de suicide, il faut un accompagnement psychologique. Et puis en fin d'intervention, il leur dit mais par contre vous aurez moins de repos. Ça vous choque, Yves Derré ? Non, pas précisément. J'ai le sentiment qu'il a peut-être, ça a peut-être été ressenti comme une forme de déséquilibre entre les dispositions pour les policiers, puisqu'il va y avoir beaucoup d'embauches, a priori, 10 000 policiers recrutés, cette force de sécurité du quotidien, qui n'est pas non plus la police de proximité, critiquée, moquée par Nicolas Sarkozy. Donc ça va plutôt dans le sens de ce que souhaitent les policiers, avec donc un rapport au terrain différent, et puis la mise en action de différents acteurs, les associations, les maires, bref, tout ça va plutôt dans le bon sens pour le côté policier. Puis côté gendarme, il y a cette petite douche froide. Et donc comme il y a toujours un peu cette guéguerre quand même entre ces différents corps et ces deux ministères, il est possible aussi que cette crispation soit liée à ça. Il n'y a pas un risque de grogne montante possible ? Écoutez, tout est possible. Ce que je crois franchement, c'est que il faut éviter ce qui s'est passé pour les CRS, c'est-à-dire qu'on vienne fiscaliser une prime qui ne l'était pas ou que l'on vienne porter atteinte à un droit qui était là. Pour le reste, tout se négocie, mais encore une fois, les gendarmes sont sous statut militaire. Vous ne voyez pas nos soldats au Mali, en Irak ou même sous Sentinelle demander du temps de repos entre leurs services. Alors, dernier thème que je voudrais aborder avec vous ce soir. Après la lecture, Jean-Michel Blanquer s'attaque aux mathématiques. Les Français sont mauvais. Selon la dernière étude, les élèves français de CM1 sont même les derniers de l'Union européenne. Pire encore, leurs résultats sont en dessous de la moyenne internationale. Le ministre de l'Éducation a décidé de s'emparer du problème et propose une nouvelle méthode. Écoutez. La même démarche que celle qui a réussi à Singapour, c'est-à-dire partir d'ailleurs par exemple des sciences cognitives, c'est-à-dire savoir ce qui fonctionne, un enseignement structuré, un enseignement progressif, mais le faire à la française, parce que nous avons vraiment, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une belle histoire de mathématiques en France, nous avons une véritable force, donc nous pouvons avec des personnes comme Cédric Villani et d'autres être capables d'avoir une méthode française comme il y a la méthode de Singapour. La méthode de Singapour, vous connaissiez vous ? Je ne connaissais pas vraiment la méthode de Singapour. Je connais bien Cédric Villani, que j'ai d'ailleurs interviewé pour le Parisien Week-end. Et en effet, il a là un personnage qui peut tout à fait quand même utilement aider pour que la France progresse dans l'enseignement des mathématiques. C'est vrai que c'est une matière majeure. On a quand même, c'est assez bizarre parce qu'on a de grands mathématiciens en même temps, un niveau moyen qui est assez faible. Donc à un moment donné, il faudrait quand même faire en sorte que tout ça, que la locomotive tire l'ensemble du train. Il vous a parlé de cette mission qui lui a été confiée, Cédric Villani ?
Oui, parce que c'était dans les tuyaux au moment où je l'avais vu. Il en était très content. Il m'a expliqué qu'il était un bon petit soldat et que cette mission, il allait d'abord, il était content d'avoir pu réaliser son apprentissage du métier de député, parce que c'est un garçon qui fonctionne par séquence. Donc il a commencé par député et c'est un bon élève, il voulait tout apprendre, tout savoir, les commissions, il connaissait rien. Donc il est devenu un très bon député, enfin à ses yeux, très professionnel. Après la mission, on s'y attaque. Et après, ministre, il m'a dit, de toute façon, si on lui demande, il sera là. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas, je travaillerai dur, mais j'y arriverai. Donc voilà, en effet, cette mission, je pense que c'est plutôt un bon point quand même. Nous aider à être meilleur en maths. Ce qui est très, très désolant dans cette affaire, c'est que nous sommes une nation mathématique, réputée pour les mathématiques et pour le nombre de médaillés Fields que nous avons eu, c'est-à-dire l'équivalent du Nobel de mathématiques. Absolument. Villani est un exemple dans ce domaine. Bien. Or, les classements internationaux nous ont déclassés depuis plusieurs années. Et il y a eu un décrochage soudain en 2012-2013. Et depuis, stabilité, donc les classements PISA, etc. Tout ça nous classe quand même 26e. 26e. Alors je comprends que le ministre fasse allusion à la méthode de Singapour. Et il veut parce qu'on ne s'est pas occupé de ça pendant plusieurs années, ou mal occupé. Messieurs, je vais prendre la dernière minute qui nous reste pour présenter les unes de vos hebdos Valeurs Actuelles, les vrais anti-Macron. On va probablement la voir. Ils parlent identité, immigration, islam. Zemmour, Finkielkraut, Onfray, cette opposition qu'ils rêvent de voir disparaître. On parle d'Emmanuel Macron. Et puis le Parisien Week-end, nouvelle formule. Donc Yves Deray, vous pouvez nous en parler un petit peu. Cette semaine, c'est Nagui, pop et populaire, l'animateur de France Télévisions. Tout à fait. Donc l'idée, c'est qu'en gros, quand on a un sujet un peu léger, là, il se trouve que c'est Nagui, on essaye d'aller au fond des choses et d'en faire un sujet sérieux et voilà. Et quand on a un sujet, disons, plus lourd, on essaye de l'aborder avec un esprit un petit peu différent et décalé. Voilà. Et donc là, Nagui, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'il est un peu sur le divan quand même. On essaie de comprendre la psychologie de ce garçon totalement boulimique qui n'arrive plus à s'arrêter de faire des choses, des nouvelles émissions, de produire, de faire de la radio, enfin bon. Et qu'est-ce que vous avez découvert? Il y a un diagnostic ou pas? Il a été très marqué visiblement par une traversée du désert dans les années 2000, qui a fait que là, son téléphone ne sonnait plus, que quand il avait un rendez-vous, on ne recevait pas, et que donc il a énormément souffert. Donc maintenant, il s'arrête plus. Et maintenant, il ne sait plus s'arrêter, il souffre autrement, voilà. C'est son choix en tout cas. Et puis il y a un très beau sujet que je vous recommande sur une ville à vendre aux États-Unis. Une ville américaine à vendre, $8 millions pour qui éventuellement est intéressé. Pour le Parisien Week-end. Chez nous, on vend des maisons à 1 €. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi à la même heure sur Public Sénat. Ne manquez pas l'invité de Territoire d'Info. Demain matin, il s'agit de Thierry Solaire, député LR constructif des Hauts-de-Seine. Très bonne soirée. Restez au cœur du débat. À lundi.